Un nouveau venu, Marnès Akliouche, qui découvre l'équipe de France A, et un visage plus connu, Jules Koundé, 42 capes en bleu. Deux profils différents aujourd'hui en conférence de presse avec pour objectif commun de qualifier la France pour la Coupe du Monde 2026. Première étape sur la route menant en Amérique, l'opposition face à l'Ukraine vendredi en Pologne. Pour moi, c'est un rêve d'être là. Et oui, monter sur les premières marches du château, même si je les avais montées déjà avec les Jeux Olympiques, mais avec la sélection A, c'est quand même spécial et différent pour moi. Je me sens très bien. Je pense que à bientôt 27 ans, j'entre dans sûrement mes meilleures années. J'ai toujours très faim. Il y a encore plein de choses que je souhaite réaliser dans le football, plein de titres que je souhaite gagner. Donc j'aborde cette nouvelle saison avec la même envie de gagner, de performer et de m'améliorer. Ce qui représente une Coupe du Monde, pour moi, c'est la meilleure compétition qui soit. C'est ma première sélection. J'essaie tout d'abord de prendre du plaisir, de m'intégrer au groupe. Et voilà, comme j'ai dit, donner vraiment le meilleur de moi-même et profiter tout simplement de ces moments-là déjà. On n'est pas qualifié, loin de là. Que l'on soit les favoris dans cette groupe de par ce qu'on a pu accomplir et de par la qualité de l'effectif qu'on a, c'est une chose. Après, il faudra le démontrer sur le terrain. Un seul contre tous. Parce que c'est l'une des nouveoutés de la rentrée dans le Late Football Club. Le principe est assez simple, Philippe. Seul contre tous. Vous l'avez expérimenté hier, un courageux va tenter de vous convaincre et ce soir, Bertrand Latour va tenter de relever ce défi. Et alors, vous pouvez y aller, Bertrand, qui va donc ce soir envoyer d'une certaine manière José Mourinho à la retraite. Je rappelle que son club de Fenerbahçe a récemment été éliminé en barrage de Ligue des Champions et que José Mourinho a été remercié par le club turc. Mais moi, José Mourinho, il me fait penser à un alpiniste qui serait arrivé au sommet du Mont Blanc, qui descend, qui dégringole depuis un long moment, qui est enfin arrivé à Chamonix. Donc quand tu arrives à Chamonix, tu retires tes crampons et t'arrêtes. Et c'est un peu ce qu'il devrait faire, José Mourinho, puisque ça fait quasiment une petite dizaine d'années que sa carrière, l'histoire de sa carrière, c'est une lente dégringolade. Il suffit uniquement de regarder le CV, le standing des clubs dans lesquels il est passé. Et à chaque challenge, le niveau des clubs dans lesquels il diminue tout simplement parce qu'il a moins de résultats. L'histoire de José Mourinho, l'empreinte qu'il va laisser au football par rapport au jeu, elle est assez faible. Elle est inversement proportionnelle à ses indemnités de licenciement qui s'élèvent à 108 millions d'euros. Ça, je m'en souviens, ça me marque. En revanche, les matchs de ces équipes dans lesquelles j'ai pris du plaisir, il n'y en a pas tant que ça. José Mourinho, c'est un entraîneur qui est minimaliste, un entraîneur pragmatique qui a beaucoup gagné et il n'y a pas de réussite sans talent. Donc de ce point de vue-là, je l'applaudis. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder les équipes de José Mourinho et sa raison de vivre, c'était de gagner. Et quand on ne gagne plus et qu'on ne prend pas de plaisir, il ne reste plus grand-chose à la fin. Donc je pense que José Mourinho, on est au bout d'un système. Certains ont aimé son sens de la formule. Moi, j'ai souvent trouvé que c'était un sens de la provocation. Je ne suis pas sûr qu'il ait toujours grandi le jeu et le foot de par ses comportements, de par ses emportements. Donc merci José, mais au revoir. Alors je vais vous dire quelque chose. J'ai pris énormément de notes. Déjà, il faut oser s'attaquer à José Mourinho, le spécialiste. Mais les cons, ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Je n'irai pas jusque-là, ami. Plusieurs choses. Bertrand parle d'un entraîneur minimaliste. Il est si minimaliste que cela, vous qui l'avez côtoyé à United? Il est pragmatique, ça c'est vrai. C'est quelqu'un qui a une structure, qui en déroge pas. Par contre, ce que je peux dire, je l'ai côtoyé pendant 6 mois, il a vraiment un très bon rapport avec les joueurs, ceux qui se battent pour lui, parce que ceux qui ne se battent pas pour lui, s'il le sent, c'est fini. Et là, il n'y a pas de retour en arrière. Il fait des entraînements qui sont extraordinaires, ça il faut le dire. Ces entraînements, ils sont toujours en mouvement et vraiment, ça m'a un peu choqué parce que moi aussi, au départ, il est arrivé, je me suis dit, bon, on va vraiment faire que de la tactique, on va vraiment faire que de l'aspect défensif, alors que non, il prône le jeu, ses entraînements sont très vivants et vraiment, c'est vraiment bien. Après, c'est vrai, il a une carrière qui est en déclin. Je ne pense pas que le dernier choix d'aller à Fenerbahçe, c'était le meilleur, surtout quand il y a Galatasaray à côté. Il ne peut pas gagner grand-chose. Mais ouais, maintenant, son prochain choix va être important. Mais ça reste un entraîneur qui a quand même marqué l'histoire du foot. Il n'a pas su se réinventer, c'est peut-être ce que Bertrand tente de nous dire ce soir. Oui, je suis assez d'accord avec ce point de vue-là. Maintenant, je trouve ça un peu dur de dire que ça fait une dizaine d'années.
dans le sens où effectivement à la Roma c'était pas extraordinaire, mais il va quand même prendre la première Ligue Conférence. C'est un des seuls entraîneurs, c'est le seul d'ailleurs qui a les 3 Coupes d'Europe. C'est pas la Coupe d'Europe qu'il a, c'est la Ligue Conférence. La Ligue Conférence 2022 en quand même, donc c'est assez récent avec la Roma. Oui, c'est un bon rappel. Et United. Effectivement, et l'Europa League avec United dans la saison 2016-2017, donc ça reste quelqu'un. Mais effectivement, par contre, je pense que ce qu'il faut pour José Mourinho, c'est prendre un peu de temps, un peu de recul, et potentiellement, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans les médias portugais notamment, qu'ils prennent du temps et qu'ils se servent de ses capacités managériales à gérer des hommes pour potentiellement prendre une sélection. Et évidemment, au Portugal, on parle de la sélection portugaise, et en plus, Roberto Martinez est un peu celui qui est sur la sellette, mais José Mourinho, peut-être que pour un point final et en cohérence avec ses compétences et ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est quasiment sûr que c'est plus le Special One qu'il était avant, je pense que une sélection, ça pourrait être bien. Moins de pression, moins de cadence aussi pour lui, et peut-être, voilà... Il serait plus percutant sur un temps court. Aujourd'hui, à 62 ans, même si on ne parle pas d'âge, mais en l'occurrence un petit peu. Ça, je ne sais pas. Moi, je me méfie terriblement des étiquettes. Oui, Mourinho a un peu décroché du plus haut niveau où il a été pendant longtemps. Il a peut-être un peu perdu de son mojo aussi. Mais effectivement, l'idée d'une sélection, je crois qu'il a refusé plusieurs fois le Portugal. C'est pour ça que, effectivement, il a dit qu'un jour il viendrait. Il fait quand même le résultat avec United, avec la Roma. Il y a des hauts, il y a des bas aussi dans la vie, dans une carrière. Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle bonne surprise. La Ligue Conférence, franchement, la Ligue Conférence avec la Roma en 2022, si vous n'allez pas sur sa page Wikipédia, vous avez oublié qu'il l'avait. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, moi, quand je suis assez d'accord. Mais il a gagné qui? C'est qui? C'est pas une équipe allemande, Leverkusen ou c'est en finale? C'est même pas. C'est 2022. C'est Feyenoord. C'est Feyenoord. Philippe Carillon, je sais que vous marchez beaucoup dans les rues de Paris. Je pense que quand vous sillonnez la capitale française, personne ne vous dit, mais vous savez que moi, un des souvenirs de José Mourinho, c'est 2022, cette finale contre Feyenoord. Jamais on vous l'a dit ça. Avocat du diable, acte 2. Il est devenu ce soir-là le seul entraîneur à remporter toutes les coupes d'Europe. Mais maintenant, il y en a 15 des coupes d'Europe, donc merci. Oui, mais même nous, on en gagne une. Vous ne pouvez pas banaliser ça. 6 finales sur 6, il a gagné, je crois. Oui, exactement, vous ne pouvez pas banaliser ça. T'es un peu de mauvaise foi sur le coup de la Roma. Et juste un truc, le provocateur que vous êtes, assumé. Ah non, je suis pas provocateur du tout. Non, mais moi, je le pense vraiment. Franchement, je le pense. Ils ont fait la fête pendant 3 jours. D'ailleurs, ils nous ont pas invités. Le Mourinho provocateur, ça vous plaît pas? Non. D'accord. Pourquoi? Non, parce que franchement, je trouve que quand vous êtes entraîneur, vous êtes aussi un peu éducateur. Okay. Donc vous qui interviewez des dizaines d'entraîneurs tous les ans, vous préférez des réponses toutes faites à longueur de journée. Mais vous savez qu'il peut y avoir un peu de mesure parfois dans la vie. Oui. Mon cher Clément, mais vous savez comme moi que par moment on en manque tous un petit peu. C'est pas toujours noir ou blanc, et entre être un robinet d'eau tiède et invectiver une fois sur deux votre alter ego, et parfois des joueurs avec lesquels vous n'entendez pas, le président d'un club adverse, etc. Bon, au bout d'un moment, moi, ça m'a un peu lassé parfois, quoi. Tout simplement, moi, j'aurais aimé. Ce qui me pose problème, c'est quand vous prenez plus de plaisir à regarder les conférences de presse que les matchs des entraîneurs. Et il a parfois fait un peu partie de cette catégorie-là, quoi. Surtout cette saison. C'est un argument massu. Oui, voilà. Cette saison, avant le retour face à Benfica, il a quand même dit qu'il connaissait pas le vice-président du club et que globalement, il savait pas pourquoi il avait dit que le match se serait joué. Il a fait beaucoup de sorties provocatrices. Surtout depuis qu'il est en Turquie, on a senti qu'il était peut-être pas au bon endroit. Depuis toujours, les amis. Mais il faut quand même rappeler que. Depuis toujours. Mais moi, même quand ça gagnait, je l'aimais pas. Non, mais d'accord, mais depuis toujours quand même. Oui, mais bien sûr, mais moi je suis d'accord parce que même du temps de sa splendeur, il était de toute façon un monstre médiatique. Je suis d'accord, et il faut quand même rappeler que la grande classe de l'entraîneur de Benfica ce soir-là qui élimine Mourinho, il dit quand même qu'il y a 3 légendes au Portugal dans le foot. Il y a Eusebio, il y a Cristiano Ronaldo, et pour lui, il y a Mourinho. Et c'est franchement ce que partage quasiment tout le pays. Donc il partira pas, je pense, avec un mauvais point. Et cette image-là, parce qu'elle fait partie de la légende de José Mourinho, certains d'entre vous ce soir veulent peut-être... non pas l'enterrer, mais voilà, José Mourinho, c'est ça, Philippe Carillon. Il a réussi à faire jouer Samuel Eto'o arrière gauche. Voilà. Et pour répondre à Bertrand sur le côté le football qu'il n'aime pas, etc. Bien sûr que je pense qu'on est nombreux à préférer le beau jeu que le pas beau jeu. Ben non, parce que vous défendez José Mourinho. Donc on est dans un camp. Parce que je il y a le camp du bien, le mien et le vôtre. Parce que je défends la liberté de jouer comme on a envie de jouer. Alors ça, je suis d'accord avec vous, Philippe. Voilà. C'est bien qu'il y ait tous les footballs. C'est bien qu'il y ait celui de Simeone, etc. Voilà. Mais en revanche, la liberté est la mienne, c'est-à-dire que je préfère une à l'autre. Oui, mais on a aussi la liberté de ressentir quelque chose quand on voit cette équipe de Mourinho, truc arrière-gauche. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est une légende. C'est une légende, mais bon. C'est-à-dire que le respect chez lui, c'est une légende. Mais quelque part, c'est très prenant
à l'image de ce qu'a fait pendant longtemps l'Atlético Madrid, équipe super défensive aussi, mais admirable et aimable de par sa combativité. Mais moi, elle t'entraîne avec elle. vous avez les entraîneurs qui construisent. Guardiola, quand un match, quand vous aviez Guardiola contre Mourinho, il y a celui qui essaie de construire, puis celui qui détruit. Et il détruit pas méchamment, qui détruit le jeu adverse. Moi, je préfère les bâtisseurs, vous préférez les démolisseurs. Non, chacun, en tout cas, vous les défendez. Je ne préfère pas. Mais venez dans mon église et on défend le beau jeu. Je n'ai pas d'église. Je dis que les démolisseurs sont peut-être ceux qui permettent aux constructeurs de briller. Ce sera le mot de la fin. Mais moi, je vois ça dans l'autre sens. Avant de se quitter, le chocolate, c'est une petite... Oui, quand on passe un bon moment, ça passe vite. Une petite image décalée, toujours pour terminer l'émission. On parlait de Mourinho, de Morgan notamment à United. Ce supporter de United qui fête aujourd'hui un anniversaire un petit peu particulier. 1 an sans s'être coupé les cheveux. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce que le temps passe et que forcément, ce supporter tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Parce qu'il attend que United enchaîne 5 victoires de suite. Bertrand est atterré. Avant de se couper les cheveux. Du coup, l'ami, ça va peut-être durer un bout de Morgan. Là, il est parti pour 2-3 ans. Ça peut durer un petit moment. Voilà, ça peut durer un petit moment. Surtout qu'ils sont plus en cup, ils ne sont pas en Coupe d'Europe, donc ça peut être très très long juste avec la première ligue. Quand même des mecs, c'est des fadins. Quel moment tu te lèves un matin, tu te dis, mais pourquoi 5 et pourquoi pas 4 ou 3 ou 6? Mais vous savez, Quand ils ont perdu contre Grimsby, il a dû se dire c'est mort pour moi. Vous savez, le Late, c'est la seule émission qui démarre sur la multipropriété et qui termine sur... Il a mis une perruque. Là, je crois qu'on parlait de perte d'identité en début d'émission. Là, il y a une perte de dignité. Je crois qu'on s'approche. Défendons les ouvriers, les footballeurs. Voilà. Bien, on passe à présent au deuxième gros débat de l'émission et il concerne l'Olympique de Marseille. L'OM de retour en Ligue des Champions dans quelques jours. Tous les matchs, évidemment, en exclusivité sur Canal. Et alors, aujourd'hui, Opta nous a délivré ses prédictions pour la saison régulière. Opta, qui est un outil statistique que les fans de foot connaissent. Et alors, les clubs utilisent aussi. Ouais. Exactement. Et alors, on va bien prendre le temps de regarder ces prédictions. Le résultat n'est pas franchement encourageant, puisque, selon Opta, Marseille terminera 31e de la saison régulière, donc éliminé, 31e sur 36, et juste derrière le club chypriote de Paphos. D'où cette question volontairement provocatrice, 2e, 3e degré exigé. Est-ce que Marseille est plus faible que Paphos? Votre degré déjà de confiance, Morgan, là, à quelques jours de ce grand retour en Ligue des Champions, comment vous sentez un petit peu l'affaire avant de rentrer là dans le détail? Comment je sens l'affaire Marseille? Oui. Je sens que voilà, il y a beaucoup de. C'est Marseille, on connaît, on sait qu'à Marseille il y a beaucoup d'histoires, que ça s'enflamme très très vite là-bas. Je pense qu'ils font un recrutement assez cohérent, comme ils ont pu le faire ces dernières années. La perte de Rabiot, bien sûr, est une grosse perte. Maintenant, ils ont construit un effectif qui peut se battre sur les deux tableaux. Brest s'est qualifié l'année dernière au tour suivant. Marseille peut le faire cette année. Ouais. Là, pour le coup, on est sur un Morgan Schneiderlin mitigé. Vous savez, voilà. Non, parce qu'en fait, dans le foot, c'est très difficile. Je suis pas Opta, je peux pas savoir la forme du moment. Ce que je peux dire, c'est que Marseille fait un recrutement cohérent. Maintenant, l'exigence Champions League, c'est là où est-ce qu'ils vont être capables? Est-ce qu'il y aura trop de pression? Dans les 24 premiers sur 36. Il y a un moment donné, avec le budget qui est le leur, si Marseille termine ce que nous annonce Opta, et heureusement, le foot, le principe du foot, c'est qu'il y a les matchs qui doivent se disputer. C'est bien un sport où tout n'est pas écrit d'avance, un peu contrairement au rugby, c'est bien le foot. Mais Marseille, avec les investissements qui sont les leurs, la masse salariale qui est la leur, et même le calendrier qu'ils leur aient proposé, pour moi, ils ne seront pas dans les 8 premiers. Mais entre 31e et dans les 8, il y a quand même c'est intéressant de savoir, c'est combien de points ils leur ont donné Opta? Parce qu'aujourd'hui, 8,7, il faut 11 points pour ce... Enfin, l'année dernière, c'était 11 points. L'année dernière, ça va être barragé. On va dire qu'à 12, c'est garanti. Parce qu'à 11, il y en a un qui s'est fait éliminer, un qui s'est qualifié. OK. Bon, la question derrière tout cela, et on a commencé à en parler, Philippe, c'est est-ce que déjà, parce qu'on va prendre les choses dans l'ordre, on va dire, chronologique, étape par étape, le calendrier, on en parlera après. L'effectif déjà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un effectif et un recrutement taillé pour disputer cette Ligue des Champions, cette Ligue 1, ce championnat de front? Qu'est-ce que vous pensez de là des arrivées récentes côté Marseille? Il y a encore eu tellement une folie des mouvements qu'il y a un nombre d'incertitudes incalculables. C'est très difficile de répondre à cette question. Il me semble que sur un plan quantitatif, ça me paraît costaud. Oui, sauf que le problème, c'est que pour la Ligue des Champions, c'est la qualité qui compte.
Ouais, mais la qualité en quantité. Et tous les postes sont doublés et tous les joueurs me semblent proches les uns des autres. Vous n'êtes pas convaincu? Si, je vous dis que sur un plan quantitatif... Vous écoutez sur notre station, Clément là Non, mais il est pas... parce qu'on fait ou pas? Mais non, mais manifestement, c'est pas un oui franc et massif. Sur un plan quantitatif, Philippe. il me semble que l'effectif, dans sa globalité, est renforcé avec des joueurs référencés. Ils vont faire dans les 24 ou pas? Je vous apprends un peu votre métier, Clément. Ils vont faire dans les 24 ou pas? Non, mais je pense qu'il ne faut pas regarder les équipes qu'ils ont derrière. Ils doivent. Mais ils vont? Ils doivent. Ils vont? C'est possible. Non, mais je pense qu'il faut regarder leur Vous n'en calendrier. savez rien, vous avez raison. Il ne faut pas regarder pas faux ces équipes-là, il faut regarder contre les équipes contre qui ils vont jouer. Eh ben, on va vous les proposer tout de C'est suite. ça qui est Les équipes intéressant. d'Argan Fagnou réactives en régie, les adversaires de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que Bertrand a raison, on va remettre un petit peu de rythme sur ce débat marseillais. Vous allez, tenez, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre match par match. Vous allez garder la main, Morgane, et vous allez nous dire combien de points par adversaire. Real Madrid. Oh punaise, 0. Ajax. 3. Donc vous faites les comptes, Alexandre. s'il Oui, vous bah plaît. là, 3 plus 0, Sporting ouais, ça va. Portugal. 1. Ok. Atalanta. À la maison. 1. Newcastle à la maison. Allez, il veut dire 0, il n'ose pas le dire. Voilà. 3. 8. 3. Donc là, on est à 8. L'Union Saint-Gilloise. 0. Ah oui. D'accord. Ouais, mais c'est pas débile. Attention, c'est Ouais, Gilloise, bien attention. Bon, je ne vous pose pas la question des bons pour joueurs à la l'avant-dernière base. ligne. Hein. Ouais. Liverpool a... Non. 0. Et le Club Bruges 0. Vous êtes Ça bon en fait maths 8. Ça fait 8. Et vous, Ça fait vous huit. voyez Ah, mais ça non, Vous êtes Mais c'est formidable, formidable. mais vous Eh ben, calculez savez comme quoi Opta. Votre Je vais CV me est prendre envoyé. une soufflante sur les... Votre CV file chez Opta, Oh, punaise. outil statistique. Non, mais donc. Mais Il faut faire attention parce que tout le monde sous-estime Saint-Gilloise, Club Bruges. ouais, Ils viennent de mettre 6-1. Ouais, aux Pas Rangers. Rangers, attention, c'est... Et Morgane, Saint-Gilloise, vous nous proposez un 0 sur 6 pour l'OM face à deux clubs belges. Mais les deux clubs belges qui sont très bons au football. Hein. Ouais, Non, mais bon, alors, d'accord, mais il y a un moment donné. Et qui sont chez eux. Et qui sont chez eux. Le Club Bruges qui a humilié Glasgow en barrage, on l'a vécu ensemble sur Canal, qui a des non, mais références la bon, saison bah, dernière, donc faut pas 8e de finaliste. Faut pas qu'ils aillent du coup Marseille, on leur dit non. C'est ça. Les amis. Mais alors, Non, mais par contre, pour nuancer, il amis. y a quand même Longoria qui a annoncé, c'était sur les antennes de Canal, que pour lui, l'objectif principal, c'était de se requalifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Oui. Et quand on lui a demandé ce qu'il voulait faire en Ligue des Champions, il a dit on va faire du mieux possible. Donc Non, on n'a mais- pas non plus l'impression que ce soit quelque chose. Ça, c'est des discours de façade. C'est-à-dire que Marseille sort d'expériences extrêmement négatives en Ligue des Champions. Il y a parfois eu des zéros pointés. Longoria, il arrive, le tir au sort, il est dans une période où Marseille est en difficulté en championnat. Il ne va pas vous expliquer. Vous allez voir ce que vous allez voir, on veut la gagner. Il vous dit tranquillement, bah, nous, l'important, c'est financièrement de se qualifier en Ligue des Champions parce que c'est vrai, c'est ce qui vous fait vivre les clubs. Et après, on fera au mieux. Mais je pense qu'avant chaque match, De Zerbi va pas leur expliquer qu'en fait, on s'en fout. Le plus important, c'est le match du week-end. Vous inquiétez pas, quand ils vont arriver contre l'Ajax à domicile au Vélodrome, 66 fadas dans les tribunes, etc., il y aura la meilleure équipe possible et ils vont tout faire pour la gagner. Et puis quand ils iront au Portugal, la rencontre d'après, ce sera la même chose. Moi, je pense pas qu'ils aient une marge énorme. Mais je veux dire, ils ont un effectif. Vous avez en défense, vous avez Pavard avec Aguerd, Rouli, qui est un très bon gardien, Murillo, Heuberg, Angel Gomez, Aubameyang, éventuellement Gouiri, Peshao, que je connais pas extrêmement bien, sur lequel ils ont quand même mis 35 millions d'euros. Mais qui est très bon. Bon, bah voilà, je veux dire, si avec cette équipe-là, vous avez peur de la Saint-Gilloise et Bruges, je vous dis pas que les matchs sont gagnés, loin de là. Mais vous avez le droit au moins de les disputer. Au moins. Et on a le droit d'espérer un petit exploit en surfant sur les performances des clubs français la saison dernière. Brest l'a fait, Lille. Tout le monde l'a fait l'an dernier. Donc. Lille a battu plusieurs très gros. Il n'est pas exclu que dans l'ambiance du Vélodrome, par exemple, Marseille te tape franchement un Newcastle. Bah, tu puisses faire un nul contre Liverpool. Oui, voilà. juste pour l'instant, en championnat, c'est 3 matchs de Ligue 1 de défaite. Philippe, vous avez suivi les prestations marseillaises. C'est important aussi de recontextualiser, de rappeler que c'est un début de saison. Oui. Pour l'instant, assez Ok. timide. Bon, là, c'est peut-être l'histoire d'un été. C'était avant la fin d'un mercato de fou. Et puis c'est vrai qu'il y a une nervosité de. Non, mais on parle Il y de a une recrutement. nervosité de fou dans Voilà. ce club. de toute Est-ce façon. que la mayonnaise va prendre avec toutes ces recrues? C'est ça aujourd'hui l'enjeu, avec tous ces mouvements. Il y en a presque trop eu. Vous, c'est votre avis, Alexandre? Oui. Vous pensez qu'il y a eu trop de mouvements? Je pense qu'il y en a eu trop par rapport à ce à quoi va ressembler le 11 de départ, en fait. Pour moi, c'est le vrai problème. Si on reprend le Marseille d'il y a 2 ans qui est en demi-finale d'Europa League, les survivants, c'est Balerdi et Aubameyang qui vient de revenir. Et par rapport à la saison dernière, effectivement, des joueurs avec beaucoup d'expérience et qui, pour certains, ont beaucoup de talent. Je pense à Paixão, qui est un peu méconnu, mais qui a des gros matchs références avec le Feyenoord la saison dernière et même en Ligue des Champions, sont des bons joueurs. Mais est-ce que la mayonnaise va prendre? Et le détail que j'ai en tête, c'est que le 16 septembre, il faut jouer le Real Madrid. Le 21 septembre, il faut jouer le Paris Saint-Germain. Le 26 septembre, il faut jouer Strasbourg à Strasbourg. Et ensuite, il faut aller gagner face à l'Ajax. Et pour moi, j'ai tendance à penser que le début de la campagne de Ligue des Champions va être ultra important. Et justement, je pense qu'il va falloir quand même faire des choix. Parce que je ne suis pas sûr que même avec un effectif large, on puisse assurer le nombre de Dans points ces cas-là, il possibles. ne faut pas jouer avec des champions. Hein.
Il faut faire un match par semaine, comme la saison dernière, 2 jours de repos, et ils vont au Prado, et puis ils reviennent jouer le week-end. Qu'est-ce que je vous dis? Les mecs, ils ont entre 25 et 30 ans. Je veux dire, mais tu joues tous les 3 jours. Enfin, il y a un moment donné. C'est quand même ça le sport de haut niveau. Il y a du monde, bien sûr. Il y a du monde pour ça. Là-dessus, je suis pas inquiet, Bertrand. Bah moi, je trouve que, en plus, quantitativement, c'est un de tes mots. Et il me semble qu'il y a la maille. On peut penser que défensivement, Marseille sera plus solide cette saison. C'est le jour et la nuit. Passé quand même vu le recrutement avec des arrivées à Guerre, de Pavard, Medina. Ouais, mais c'est pas. Je pense que c'est pas dans individuellement, oui, c'est très fort, mais c'est la façon de jouer. Ils ont une façon de jouer qui est très très haute. Et je veux dire, vous pouvez avoir les défenseurs qu'ils ont aujourd'hui, ils vont toujours avoir un peu les mêmes problèmes. Oui. Et s'ils jouent dans cette façon de jouer, pour moi, il y a des fois, ils s'exposent à des gros risques. Parce que même contre Paris l'année dernière, les 2 confrontations, c'est niveau Champions League, ils ont laissé tellement d'espace derrière que ça leur a fait très très mal. Et est-ce qu'ils vont reproduire la même chose? On peut imaginer que Zerbi, il évolue un petit peu sur ses principes, mais qu'en Ligue des Champions, peut-être qu'il passe à 5 derrière. Personne ne nous a parlé encore de Roberto De Zerbi depuis le début. Parce que moi, je suis optimiste pour l'OM, donc je vais surtout pas parler de De Zerbi, parce que c'est lui qui m'inquiète. Il va jouer gros aussi, évidemment, Bertrand. Forcément qu'il joue gros, il y a quand même des investissements qui ont été réalisés, c'est sa 2e saison, il a largement eu le temps de travailler la saison dernière, moi j'ai pas vu grand chose dans le jeu, je trouve avec l'effectif qui était le sien, venir sur le podium me paraissait quand même la moindre des choses avec encore une fois un match par semaine, donc moi j'attends de voir effectivement beaucoup de déclarations, beaucoup de... mais du plaisir, pas beaucoup. Ouais. Non mais c'est intéressant de vous écouter, on sent quand même que l'équilibre est très fragile. Philippe, c'est pas évident quand même dans un sens ou dans l'autre de se prononcer parce que finalement chacun a ses arguments, mais on sent bien que ça va être ric-rac. Oui, parce qu'on s'appuie déjà sur le fait que Marseille retrouve cette compétition, c'est une question. On s'appuie sur le fait que Marseille fait tout le contraire de ce qui est établi généralement comme la recette, c'est-à-dire de la stabilité, de la continuité. Bon, ils battent encore un record du monde des transferts. Et de ce qu'ils avaient, annoncé, parce qu'ils avaient dit on va être stable, ils avaient dit l'inverse. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois, Pablo Longoria annonce, bon là, on a fait la première couche de notre équipe préparée pour la Ligue des Champions, stabilité, 2e couche, par touche. C'est tout le contraire. Tenez, ça va vous faire rire, mais qu'est-ce que Monaco, engagé en Ligue des Champions, a de plus que l'Olympique de Marseille, si on essaye, en comparant, d'alimenter le débat, Bertrand? Déjà, il y a davantage de stabilité et les joueurs se connaissent. Vous avez réussi à garder un certain nombre de joueurs qui étaient essentiels. On peut penser notamment aux nouveaux convoqués à Cliouche. Ils ont trouvé en cours de saison un buteur qui leur manquait parce que c'était aussi un de leurs talents d'Achille. Ils n'auront pas de mal à ce que leur gardien soit meilleur que les 2 réunis de la saison dernière, ou alors auquel cas c'est vraiment que c'est Darry Cole dans le triporteur, parce que c'était un naufrage absolu les deux, quoi. Donc là j'espère que Radeki fera des parades de temps en temps, ce qui leur a quand même coûté un certain nombre de matchs et de points, les 2 gardiens. Et donc voilà pour moi tout ce cas. Il a pas tort. C'est la vérité, excusez-moi. Oui. Vous avez vu on les a regardés bien sûr. Oui, et le gardien c'était quand même un vrai problème. De toute façon à Monaco c'est un problème depuis un petit peu, ouais. Voilà, exactement. Bon, du coup, Marseille est-il plus faible que Pavos ou pas? Vous n'allez jamais dans les Bouches-du-Rhône, mais là, vous allez voir, le 3e degré... Non, mais attendez, les supporters marseillais qui sont avec nous ce soir, on a pris toutes les précautions d'usage, ont bien compris que notre titre était volontairement provocateur et qu'il fallait prendre ça avec énormément de recul. Rassure, je suis très mauvais en pronos. D'accord, mais le problème, c'est que normalement, c'est un peu leur métier, quoi. C'est ça, c'est plus inquiétant. Il y a quelque chose, s'il faut prendre ça au pied de la lettre, il faut savoir quand même que Pafos, dans son tirage, et parce que c'est un ordinateur et un outil qui ne calcule pas l'aspect humain et sportif réel du terrain, il faut savoir que Pafos va jouer Kairat Almaty, l'Olympiakos, va accueillir le Slavia Prague et en chapeau 2 attirer Villarreal. Même si c'est une belle équipe et que ça commence bien cette saison, il y avait pire. C'est pas faux. C'est pas faux ce que je vous dis, Bertrand. Et donc effectivement, c'est aussi ce pourquoi Marseille est derrière Pafos. Philippe. Pour conclure, je dirais qu'on a le droit d'en rigoler. On peut continuer. C'est vous qui décidez de la fin des débats. On va conclure. On a le droit d'en rigoler pour ne pas dire de s'en foutre complètement des stats d'Opta sur le futur classement de la Ligue des Champions. Donc attendez. Non, mais attendez. Sur un thème. Voilà. Donc, je vous explique comment ça se passe. On s'est réunis à 15h avec toutes les équipes. 15h30. Rédacteur en chef, chef d'édition, tous les journalistes de la rédaction. On a cherché des sujets.
On a cherché des thèmes intéressants, passionnants. Et donc, après avoir fait 20 minutes là-dessus, vous nous dites, finalement, à quoi bon? Mais la question... Philippe était d'accord quand même à 15h30. C'est bien, c'est ce qui se passe. La question est rigolote, elle est attractive, elle mérite d'être posée, parce que c'est une forme d'information. On respecte les gens d'Opta, mais enfin, des fois, il y a des trucs bizarroïdes quand même. Hein, non, mais si, de toute façon, là, on part sur un autre sujet, mais le foot, c'est pas que des stats et pas que sur ce voilà. Si ça peut rassurer les gens chez eux aussi, et si on reprend Opta la saison dernière, il faut rappeler qu'ils avaient quand même annoncé que le PSG avait le pire tirage et qu'il y avait finalement presque peu de chance. On les voyait plus entre la 22e et la 26e. Ça a failli se passer. C'est pas passé. Ça a failli se passer. C'est pas passé loin, mais finalement, ils ont gagné la compétition. Donc voilà, ça reste un outil et un chiffre. Et que dans leur pourcentage, plus on approchait de la finale du futur vainqueur de la Ligue des Champions, ça changeait tous les 3 jours, même quand il n'y avait pas de match. Je rappelle. C'est assez mystérieux. Mais pour conclure, parce que c'est la deuxième conclusion. J'aime bien conclure. Philippe, le rédacteur en chef. Moi, je suis ravi, enchanté, excité par le fait d'avoir le retour de l'OM sur Canal en Ligue des Champions. Je regarderai plus volontiers Marseille en Ligue des Champions que Pafos. Oui, je vous le confirme. On rappelle quand même, et effectivement, Philippe l'a fait à toutes fins utiles, que sur Canal+, avec Bertrand notamment lors des grandes soirées, avec Hervé Matou, leur boulot, évidemment, on est tous supporters des clubs français en Coupe d'Europe. Et c'est quelque chose d'ailleurs à Canal, et à titre personnel, qui m'est très cher. Je pense que c'est quelque chose de capital de défendre comme ça cette pensée-là, mais que Bertrand me regarde avec des gros yeux. Donc si vous voulez intervenir sur ce sujet-là, on peut faire 10 minutes. Hein. Non, mais blague à part, vous pensez quoi de ce sujet-là? Moi, je pense que c'est pas mon rôle d'être supporter des clubs, et moi, j'essaie d'analyser les clubs de la manière oui, mais là, on n'est pas en Ligue 1. Mais moi, je veux dire, oui, j'entends, mais moi, si vous voulez, quand j'arrive sur le plateau du CCC, j'arrive pas avec le maquillage des clubs français. Je crois que les membres du CCC non plus. Non, mais je veux dire, à la fin de la fin, moi, je me sens supporter de l'équipe de France quand elle joue des matchs internationaux. Sinon... Oui, mais à Munich, vous étiez heureux. Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions. Oui, c'est pareil. Si tu te sens supporter des Bleus, mais oui, mais les Bleus, supporter des clubs bleu-blanc. Mais les Bleus, c'est au-dessus de tout. Après, moi, je veux dire, je suis... Il essaie d'être. Je comprends ce qu'il veut dire, et je pense que c'est vrai, avec la passion, on est tous heureux de voir Marseille, le Vélodrome, ça va être en ébullition, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est extraordinaire de voir un match comme ça. Par contre, si on parle avec la passion, on se dit, ça va finir dans le top 8, il n'y a pas de souci, magnifique, au Vélodrome, il va gagner tous les matchs. Mais il faut être. Non, mais c'est quand même minimum objectif. Et on peut être très heureux. C'est fou! C'est fou d'être autant peine à jouir que ça, quoi. C'est un truc de dingue. Mais pourquoi? Mais c'est naturel quand t'es français de supporter en Coupe d'Europe ton club français. Mais supporter, j'ai jamais dit ça. Mais tu dis le contraire. Il a dit supporter, mais ne pas se suremballer non plus. De suremballer. S'emballer, s'emballer. Oui, bon, là on joue sur les. Moi, comme vous, je suis super content d'avoir 7 clubs français en Coupe d'Europe. Mais on est très C'est une première. C'est fantastique. C'est fabuleux. Je suis pas supporter de Paris. L'année dernière, ils m'ont donné des frissons. Je suis pas supporter. Bien sûr, et on frissonnera sur Strasbourg qui accueillera Crystal Palace. Malgré la multipropriété. Ça aurait pu être un thème de débat. Et Monaco, et Lyon. Voilà. Bien sûr. Ça aurait pu être, juste avant, se rafraîchir. Le cocktail du late. Une liste d'infos. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, vous nous dites. Bon, là, on a quand même l'interview de Malo Gusto au micro-canal de Bertrand Latour. Ça m'intéresse pas, moi. Forcément, ça vous intéresse. Malo Gusto, plus sérieusement, sélectionné par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Malo Gusto et son club de Chelsea qui ont battu le PSG au mois de juillet, finale de la Coupe du Monde des clubs. Et les Blues, écoutez, ont été particulièrement rigoureux. Sur la manière de presser, on sait que Paris, c'était une équipe qui bougeait beaucoup. Et que si tu presses pas comme il faut, c'est compliqué de suivre les déplacements et les joueurs. Donc il y a eu beaucoup sur le pressing. Le coach a fait beaucoup d'ajustements avant le match et même juste avant par rapport à ça. Donc je pense que c'est ce qui nous a aidé beaucoup. Et c'est surtout aussi sur les attaques sur les côtés. C'est surtout d'avoir cette complémentarité entre nous pour pouvoir déjouer leur défense et leur milieu. C'est ce qu'on a su faire, donc c'est pour ça qu'on a gagné. Là, Morgane, on bascule radicalement. On parle de jeu quelques instants avec Malo Gusto. Intéressant de l'écouter. Là, face au PSG, ça demande une concentration, un effort collectif de tous les instants. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour défier les champions d'Europe. Oui, bien sûr. Le PSG a montré que c'est très dur de défendre contre eux. Et Chelsea l'a très très bien fait. Ils ont été très très forts dans les transitions et ils ont très bien attaqué l'espace. Et Paris a mal défendu aussi dans ce match. Donc voilà, mais Chelsea a fait un gros match. Comment vous l'avez trouvé, tout simplement, Malo Gusto? J'ai envie de dire à l'antenne, hors antenne. Je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré, Malo Gusto. J'ai trouvé qu'il était très mature, un joueur qui a uniquement 22 ans. Je trouve que dans l'expression, il était très bon et j'ai senti très
naturel et avec déjà pas mal de recul sur ce qu'il accomplit, sur les progrès qu'il a à faire et ceux qu'il a déjà aussi réalisés depuis que nous on l'a quitté dans le Championnat de France. On le voit toutes les semaines avec Chelsea, sur Canal. Donc non, je passe un bon moment avec lui. Je trouve qu'il a une ambition, mais qu'il n'est pas démesuré non plus. Et à mon avis, il a vraiment une très bonne carte à jouer pour faire la Coupe du Monde 2026, dans la mesure où, bon, on a compris que Jonathan Klaus, maintenant, c'était sans doute un peu derrière lui. Mais je pense que s'il est bon sur les quelques doubleur minutes... de Koundé. Ouais, s'il est bon sur les quelques minutes que va lui donner Didier Deschamps et qu'il continue d'être aussi bon à Chelsea, à mon avis, il a un boulevard pour être disputé à la Coupe du Monde. On est le combien ? On est le 3 septembre. Alors oui, Philippe Carayon, il y a encore du temps, mais vous l'imaginez, ça va être la question pour tous les joueurs, là, évidemment, pris dans les prochains rassemblements. Malo Gusto à la prochaine Coupe du Monde ? Il a une vraie carte à jouer, bien sûr. Déjà, ce qui est important pour lui, c'est de s'être imposé tel qu'il l'a fait à Chelsea. Et ça lui autorise bien des espoirs en bleu, puisqu'il est là. Et... Contre l'enfant du club, en plus. Hein. Il a Rhys James, qui est l'enfant du club, capitaine et précision tout en face de lui. importante. C'est pas simple, quand même. Il se blesse beaucoup. Il est beaucoup blessé. Oui, aussi. Bien, autre info. Paul Pogba, vous voulez continuer sur Malo Gusto ? Non, je voulais dire que Klaus, c'est pas fini, je pense, non. Ah bon ? Ah, non. Bon. Bon, Nice, c'est en difficulté. Ce sera pour demain. Peut-être, moi j'adore, Jonathan. Mais... Paul Pogba dans la liste de l'AS Monaco pour la prochaine Ligue des Champions. Je rappelle que Pogba n'a pas encore intégré pour l'instant le groupe d'Adi Hutter. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, Alexandre. Ça veut dire que physiquement, les signaux doivent être encourageants. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, le président l'avait dit lors du tirage qu'il serait prêt, il devrait être prêt pour la Ligue des Champions. Donc, on espère le revoir sur les terrains. Maintenant, voilà, dans quelles circonstances, on a envie de savoir, on a envie de rêver pour Paul Pogba. On a du mal à y croire. Moi, j'ai un peu de mal à y croire, mais je pense que c'est un joueur qui, s'il revient à son niveau et au vu des déficits qu'on a en équipe de France au milieu de terrain, ça pourrait être une bonne chose. Attention. Donc tu as du mal à y croire, mais tu penses qu'il va revenir en bleu. Très honnêtement, s'il y a bien un endroit, un secteur en équipe de France où on pourrait le revoir, c'est là parce qu'on est bien allé chercher N'Golo Kanté pour vous faire êtes sur la même ligne pour le coup qu'Alexandre. Donc au final, non, mais moi j'adorerais aussi que Michel Platini joue encore, mais bon, a priori, c'est un peu dur. Pogba est sûr que Pogba à 100%, il est titulaire et capitaine de l'équipe. Enfin, capitaine, non, parce que c'est. Capitaine, non, mais. En tout cas, il joue tous les jours en équipe de France. Sauf que Pogba, la dernière fois qu'on l'a vu jouer, on sait plus c'était. C'est pour ça, moi, je pense que ça va être... Oui, pourquoi pas. Ouais, mais bon... Déjà qu'il joue à Monaco. Oui, c'est ça. Mais sérieux, qu'il puisse enchaîner. Non, mais bien sûr, on a envie d'y croire. Bien pour lui. Ressenti personnel, ancien coéquipier de Morgan, je le rappelle, et en équipe de France, c'est à United. Qu'est-ce que ce transfert-là vous a inspiré quand vous avez appris ? Ils vont en dire du bien. Je vais en dire du bien parce que franchement, c'est un des meilleurs joueurs avec lequel j'ai pu jouer. Il est vraiment. Et l'homme ? L'homme. Petite anecdote là comme ça. Non, vraiment l'homme. Vous m'avez compris. Spontanément, je vous dis Paul Pogba, une anecdote de vestiaire là comme ça, à la volée. Il danse dans le vestiaire. Il adore danser, mettre l'ambiance. C'est quelqu'un de solaire, on peut dire ça comme ça. Il rigole tout le temps. Il est heureux. Et je pense que son choix d'aller à Monaco, c'est vraiment un très bon choix à Monaco. Voilà, on sait qu'il n'y a pas une grosse pression. Ouais. On ne va pas refaire la chose, mais l'important maintenant pour qu'il revienne, c'est le timing. Parce que tout le monde va scruter la moindre défaillance physique, la moindre défaillance technique. Ouais. Et c'est clair que ça va être dur parce que déjà un mois de vacances, après retoucher le ballon, et les joueurs le savent, retoucher le ballon, c'est un petit peu... Voilà. Et là, ça va être compliqué, mais il est capable. Souhaitons-lui évidemment de revenir. Si Paul Pogba redevient un footballeur de très haut niveau, il s'agira probablement du plus grand comeback de l'histoire du football. Hein. On parlait... C'est incroyable. Paul Pogba, qui a joué avec Morgan à United, je me permets de faire un petit lien. Morgan a connu également à United José Mourinho, et ça tombe bien, dans quelques minutes, José Mourinho sera dans le viseur de Bertrand Latour. Seul contre tous, il veut nous l'envoyer à la retraite. José Mourinho, les arguments de Bertrand... c'est de plus en plus tard, mais... Dans un instant. Autre sujet, ça vous intéresse pas Donnarumma à City. Alors oui, on en a parlé hier, mais là, on va l'écouter ce soir. Non, mais hier, j'étais pas là, Clément. Exactement, oui, mais l'émission, elle... voilà. Et pourtant, la Terre a continué de tourner. J'allais vous le dire, mon cher Bertrand. Non, très intéressant. Vous avez un rire qui fait rire. Donnarumma... Vous pouvez rallumer la télé vendredi aussi, je serai là. Donnarumma qui manifestement n'en veut pas vraiment à Luis Enrique. Mito. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il mister e è stato molto... Ne ho apprezzato perché è stato diretto con me sin da subito, i primi giorni di ritiro, avere il supporto di tutti, soprattutto dei miei compagni di squadra, mi ha fatto capire cosa io abbia dato al Paris Saint-Germain.
Bon, je reprends les mots de Bertrand, mytho ou pas mytho? Je le trouve très élégant déjà de ne pas vouloir alimenter à nouveau une polémique et de se répondre dans la presse avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui n'a pas été très classe avec lui. D'ailleurs, j'ai trouvé lors de ses adieux, on lui a posé une question sur Donnarumma, elle n'avait même pas répondu. J'ai pas trouvé ça terrible. Lui, il est davantage. Après, vous n'enlèverez pas l'idée qu'un joueur qui est titulaire depuis des années au Paris Saint-Germain, qui est un des artisans majeurs de la conquête et de la Ligue des Champions, qui puisse trouver normal qu'à la fin, le remerciement, ce soit on en prend un autre à ta place, qui n'a encore rien gagné. Les joueurs de foot, j'en côtoie depuis une dizaine d'années. S'il pense vraiment ce qu'il dit, je suis très surpris, c'est le premier que je rencontre. Voilà. Non, mais pour le coup, oui, après le débat, on le connaît. Son profil ne correspondait plus. Alors que Guardiola, évidemment. Non, mais ça, c'est un autre débat. C'est le même. C'est de la flûte avec, c'est tout. Bon, j'essaye un petit peu de défendre et de me faire l'avocat du diable Luis Enrique. On a évoqué tout ça dans les grandes largeurs hier soir. Hein. Il suffit bien sûr. Il suffit d'aller sur Canal+ l'appli pour revoir tout ça. Oui, mais par rapport à ces paroles-là, est-ce qu'il n'y a finalement pas une forme d'apaisement peut-être d'un gardien qui a tout gagné, même ce qui manquait au Paris Saint-Germain, et dire bah voilà, maintenant je pars dans ces conditions. Il part la tête haute, il a rien à. Ah oui, plutôt oui. Non mais est-ce que pour autant il n'en veut pas Luis Enrique? Bon. L'entraîneur, la plus grosse embrouille avec un coach, Morgan, en carrière. Là, pareil, ça vient spontanément. Est-ce que vous en avez eu une quelque chose qui vous a marqué, des relations qui vous auraient... ça, comme ça, à la volée, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai jamais embrouillé avec un coach. Si. La dernière qui m'est arrivée, c'était avec Lucien Favre à Nice. Ok. Il m'avait mis à la cave et je trouvais avec tout le respect pour l'entraîneur, quand il fait un peu de mais je le trouvais un peu mou. Et il a sifflé une faute un jour que j'avais... Enfin, une faute. Il a jugé que c'était faute alors que j'ai mis un petit peu d'impact. Et j'ai eu un petit énervement envers lui en lui disant que... Et Morgan Schneiderlin, c'est normal que son équipe est molle le week-end, quoi. D'accord. Et là, forcément, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu. Parce que défiance devant les coéquipiers. Je ne suis plus entraîné avec l'équipe. D'accord. Alors, j'étais déjà à la cave. Il est 23h31, il vient de plomber l'ambiance. Voilà. À la cave à Nice. J'étais déjà à la cave. Voilà. En équipe de France, je n'ai eu aucun problème avec Morgan Schneiderlin. Voilà. C'est qui ça? C'est qui? Il a mis une demi-heure à nous la faire. C'est donc, je précise, c'est Didier Deschamps. Oh, les gens la veillent. Respectez les abonnés quand même. Non, je crois que Bertrand Latour, on va passer au Not Too Late. Alors, le Not Too Late, toutes les infos et les images un petit peu décalées de la journée. Si vous n'avez pas encore tout vu, c'est donc le principe avec Antoine Huguet. La planète foot vibre aujourd'hui pour les premiers mots bleus de Marnès à Cliouche. C'est un honneur déjà d'être là. Des modèles, bon, j'en ai beaucoup. Vous pouvez avoir Zidane, Thierry Henry, il y en a vraiment beaucoup. Et Paul Pogba aussi. L'actualité chez les Bleus, c'est aussi la course au Ballon d'Or. Jules Koundé n'est pas concerné. Les deux méritent. Mais il connaît Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Et vous allez voir, il a clairement un favori. Que le meilleur gagne. Koundé est décidément partout, à Clairefontaine, mais aussi à Bordeaux, où Marc-André Ter Stegen l'a retrouvé en égérie d'un magasin de sport. Une image touchante, avec l'hommage de Ruben Neves à Diogo Jota, son pote disparu. Un tatouage s'affiche désormais sur le mollet du milieu de terrain portugais, se représentant avec l'ancien Reds de Liverpool. Liverpool, où le supporter le plus fou vient d'être identifié. Florian Thurler possède 1047 maillots des Reds, record du monde. On vous montre enfin l'annonce du club de Villarreal pour son nouveau joueur canadien, au nom hyper facile à prononcer. Tanitolua Oluwatimilein Oluwashei. But you can just call me Tanny. Voilà, ce sera Tani, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, recrue de Villarreal, donc ce nouveau joueur qui va rejoindre et qui va donc jouer d'ailleurs avec Georges Mikotadze. Bien sûr, très très bon joueur. Oui, alors là, je me permets une digression qui n'était absolument pas prévue, mais je ne sais pas si vous avez observé sur les réseaux sociaux le départ de Georges Mikotadze qui quitte donc l'Olympique Lyonnais pour Villarreal. Oui. Des fois, dans le football, il y a un petit peu d'acting de cinéma. Là, Morgane, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. On l'a senti très touché, Georges Mikotadze. Il vient de Lyon en plus, et je pense qu'il ne s'attendait pas surtout à ce transfert. Donc, conséquence, peut-être, de la multipropriété, des mauvaises gestions qui amènent l'Olympique Lyonnais à vendre un joueur et à s'en séparer. Mais c'est très bien. Non, pas de problème. Le mec, il est formé à Lyon, il est revenu, on lui met un coup de chausson pour partir, mais c'est le football que vous défendez avec Alexandra Rojo. Non, je vous laisserai les abonnés juger, mais Morgan Schneiderlin, la